cette petite attente, là, le matin, sous la douche ou devant l'évier, quand l'eau froide coule et coule encore, avant que, enfin, la chaleur arrive. C'est un micro-agacement quotidien pour beaucoup de monde, j'ai l'impression. Alors aujourd'hui, on se penche sur ce phénomène. Pourquoi cette attente parfois interminable pour avoir de l'eau chaude? Pour nous guider là-dedans, on s'appuie sur une analyse assez détaillée, un document technique qui s'appelle Delayed Hot Water, Causes and Solutions. Il passe en revue toute une série de raisons possibles derrière ce délai. Notre mission, si on l'accepte, en extraire l'essentiel, comprendre les coupables et puis les remèdes qui sont proposés. Alors, prêt à plonger dans les tuyaux? Parce que, à première vue, ça a l'air simple, hein. On ouvre le robinet, l'eau chaude arrive. Ou pas, justement. Mais ce document, il révèle une complexité qu'on soupçonne pas forcément. Absolument. Ce n'est pas juste une simple question de distance ou de patience, quoi. Ce délai, en fait, il cache souvent un mélange de facteurs. Ça touche à la plomberie, bien sûr, mais aussi à la physique de base, le transfert de chaleur, tout ça, et puis à l'état de nos équipements. Le document, il explore vraiment tout le spectre, hein. Ça va de la conception même de l'installation jusqu'aux petits problèmes d'usure ou de réglage qui s'accumulent avec le temps. Bon, commençons par ce qui semble le plus logique, l'évidence même, comme vous disiez, la distance. La distance entre le chauffe-eau et le robinet. Plus c'est loin, plus c'est long. C'est ça? C'est exactement ça, c'est le point de départ incontournable. L'eau chaude, elle doit physiquement voyager depuis le ballon jusqu'au point où on l'utilise, le robinet, la douche. Et pendant ce voyage, elle pousse devant elle toute l'eau froide qui stagnait dans les tuyaux depuis la dernière fois qu'on s'en est servi. Donc plus le tuyau est long, plus ce volume d'eau froide à purger, comme on dit, il est important. C'est purement mécanique en fait. Chaque mètre de tuyau ajoute à l'attente. Oui, on imagine bien. Pour une maison un peu grande ou avec une salle de bain à l'autre bout par rapport au chauffe-eau, ça peut vite devenir significatif. Mais bon, on ne va pas refaire toute la plomberie ou déménager le chauffe-eau juste pour ça, hein. Quelles sont les solutions concrètes qui sont évoquées dans le document? Effectivement, on ne pousse pas les murs. L'analyse met en avant deux solutions techniques principales pour pallier ce problème de distance. La première, c'est l'installation d'un ballon tampon. C'est en quelque sorte un mini chauffe-eau de petite capacité qu'on place stratégiquement tout près du robinet ou de la douche qui est loin. Il garde une petite réserve d'eau chaude immédiatement disponible. Ah, c'est malin ça. Une sorte de relais, quoi. Et la deuxième option? La seconde, c'est ce qu'on appelle le système de bouclage d'eau chaude ou une boucle de recirculation. Là, c'est un peu plus complexe. Il y a une petite pompe qui fait circuler l'eau chaude en continu, ou alors par intermittence programmée, dans une boucle de tuyauterie dédiée. Cette boucle passe près des points d'utilisation, donc l'eau chaude n'est jamais vraiment stagnante et loin du robinet. Elle est toujours à proximité, si vous voulez. Ça a l'air efficace, ce système de bouclage. Mais est-ce qu'il n'y a pas un revers à la médaille? Je pense à la conso électrique de la pompe ou peut-être la complexité pour l'installer? C'est une excellente remarque. Bon, le document technique ne détaille pas forcément tous les inconvénients, mais il est clair que ces systèmes ont un coût initial d'installation, oui, et la pompe de recirculation, évidemment, elle consomme de l'électricité. Il faut donc choisir un système qui soit bien dimensionné et idéalement programmable pour éviter qu'il tourne pour rien. D'ailleurs, pour les deux solutions, ce soit le ballon tampon ou le bouclage, le document souligne bien que l'installation doit être faite par un pro, un plombier agréé. Ce n'est pas du bricolage du dimanche. D'accord. Donc la distance, c'est un facteur clé, mais il y a des solutions techniques pour ça. Mais imaginons, mon chauffe-eau, je n'ai pas si loin que ça, et pourtant l'attente me semble longue. L'analyse pointe un autre coupable potentiel, un débit d'eau trop faible au robinet. En quoi ça ralentit l'arrivée de l'eau chaude, ça? C'est une question de vitesse de purge en fait. Si l'eau sort du robinet tout doucement, avec un faible débit, il faut tout simplement plus de temps pour évacuer l'eau froide qui est dans le tuyau. Imaginez vider une baignoire. Plus le bouchon est grand, plus ça va vite. Ici, c'est un peu pareil. Un faible débit allonge le temps nécessaire pour que l'eau chaude, qui vient du chauffe-eau, puisse chasser l'eau froide. Et qu'est-ce qui peut causer ce faible débit, alors? Plusieurs suspects sont listés dans le document. Le plus courant, et souvent le plus simple à vérifier soi-même, c'est l'entartrage de l'aérateur du robinet. C'est ce petit embout au bout, là, avec une grille. On appelle ça aussi un mousseur. Le calcaire adore se loger là et il finit par boucher le passage de l'eau. Ah oui, le mousseur, oui. Oui,
Une autre cause, ça peut être la présence volontaire d'un réducteur de débit qu'on installe pour économiser l'eau, ce qui est bien, hein, mais ça peut contribuer à l'attente. Et puis, enfin, ça peut venir d'un problème plus général, une pression d'eau qui est juste insuffisante dans tout le logement ou même dans l'immeuble. Alors là, on a peut-être des solutions plus accessibles, pas besoin d'appeler le plombier tout de suite. Exactement. La première chose à faire, c'est de dévisser ces fameux mousseurs sur les robinets concernés et de les nettoyer. Souvent, un simple bain dans du vinaigre blanc, ça suffit à dissoudre le calcaire et à retrouver un bon débit. Juste du vinaigre blanc. Oui, c'est souvent très efficace. C'est surprenant comme ce petit geste peut faire une différence non seulement sur l'attente, mais aussi sur le confort d'utilisation, la sensation du jet. Si ça ne change rien ou si le problème est général à tous les robinets, alors là oui, il est recommandé de faire vérifier la pression d'eau par un professionnel. L'idéal, c'est généralement entre 3 et 4 bars. Nettoyer ses mousseurs, c'est noté. C'est le genre de petit geste qui peut avoir un impact inattendu, ça. Bon, on a vu la distance, le débit. Mais même si l'eau arrive vite, si elle n'est pas assez chaude à la source, on attend quand même pour atteindre la température qu'on veut. Ça nous amène logiquement à regarder du côté de l'appareil qui fait le boulot, le chauffe-eau lui-même. Un mauvais réglage de température, ça joue. Ah oui, c'est un point crucial qui est abordé dans l'analyse. Si la température de consigne du chauffe-eau est réglée trop bas, l'eau qui arrive peut sembler tiède. Et du coup, il faudra la laisser couler plus longtemps ou la mélanger avec moins d'eau froide pour obtenir la sensation de chaleur qu'on recherche. Le document est précis là-dessus, pour un confort optimal et aussi pour limiter les risques bactériens comme la légionellose. La température idéale dans le ballon, elle se situe entre 55 et 60 degrés Celsius. 55 et 60 degrés? Oui. En dessous, non seulement l'attente perçue est plus longue, mais on risque aussi de manquer d'eau suffisamment chaude pour certains usages, comme remplir une baignoire par exemple. C'est une fourchette précise, en effet. Et au-delà du réglage, qu'en est-il de l'état général du chauffe-eau? Son âge, son entretien, ça doit forcément jouer un rôle majeur, non? Un rôle absolument central. L'âge d'abord. Comme n'importe quel appareil, un chauffe-eau perd en efficacité avec le temps. L'analyse suggère qu'autour de 10-15 ans, il est bon de commencer à surveiller ses performances, voire d'envisager son remplacement. Mais l'ennemi numéro un, surtout dans les régions où l'eau est dure, calcaire, c'est l'accumulation de sédiments, le fameux tartre. Ah, le calcaire, notre vieil ami. Comment est-ce qu'il impacte l'arrivée de l'eau chaude, concrètement? De plusieurs manières, et c'est là que ça devient vraiment problématique. Primo, ces sédiments, le calcium, le magnésium, ils se déposent au fond de la cuve. Résultat, ils occupent un volume qui n'est plus disponible pour l'eau chaude. On a moins de réserve, tout simplement. Moins de place pour l'eau chaude. Voilà. Secondo, c'est peut-être le pire, le tartre adore recouvrir la résistance électrique ou l'échangeur de chaleur pour d'autres types de chauffe-eau. Il agit alors comme une épaisse couverture isolante. Ah oui, comme essayer de chauffer une casserole en l'enveloppant dans une couverture. C'est ça. C'est une excellente image. Exactement. La résistance doit alors cravacher, comme on dit. Elle consomme beaucoup plus d'énergie et elle doit chauffer plus longtemps pour réussir à transmettre sa chaleur à l'eau. L'efficacité s'effondre. D'accord. Et tertio, ce tartre peut aussi s'accumuler à la sortie du chauffe-eau, dans les conduits de départ, et donc réduire le débit dès la source. Donc non seulement l'eau met plus de temps à chauffer, mais en plus elle a du mal à sortir et à circuler. C'est un cercle vicieux. C'est fou de penser que l'eau, qui est si essentielle, transporte aussi ces minéraux qui finissent par étouffer nos appareils. Ça fait penser un peu au cholestérol dans les artères, non? Ça s'accumule silencieusement et ça réduit l'efficacité. La solution, j'imagine, c'est le grand nettoyage, le détartrage. Exactement. Un détartrage régulier est fortement recommandé. Il s'agit de vider la cuve, d'éliminer les sédiments accumulés au fond et de nettoyer la résistance. L'analyse préconise de faire ça par un professionnel et suggère une fréquence d'entretien qui inclut cette vérification et ce nettoyage tous les 2 ans environ. Tous les 2 ans. Oui, c'est une bonne moyenne et c'est aussi l'occasion de vérifier que le thermostat fonctionne bien et de regarder l'état général de l'appareil. Et si, bon, le mal est fait, si l'appareil est vraiment trop vieux ou trop entartré? Si l'appareil est en fin de vie ou si les problèmes persistent malgré l'entretien, oui, le remplacement est souvent la solution la plus sage. Et à terme, la plus économique aussi. Les modèles plus récents sont souvent bien plus performants sur le plan énergétique, qu'ils soient électriques classiques, instantanés, ceux qui chauffent à la demande sans ballon, ou thermodynamiques qui utilisent les calories de l'air ambiant. Et pour prévenir le problème, surtout si on vit dans une région très calcaire, l'installation d'un filtre anti-tartre juste avant le chauffe-eau, ou mieux,
carrément d'un adoucisseur d'eau pour toute la maison, c'est une mesure préventive très efficace. On traite le problème à la source. D'accord, on comprend mieux l'importance cruciale du chauffe-eau. Maintenant, sortons de l'appareil et suivons le chemin de l'eau chaude. Les tuyaux eux-mêmes. J'ai des tuyaux qui courent dans ma cave qui n'est pas chauffé. L'analyse parle de mauvaise isolation. Ça a un réel impact, ça, hein? Un impact énorme, et souvent sous-estimé. Si les tuyaux d'eau chaude traversent des zones froides, une cave, un garage, un vide sanitaire, des combles non isolés, sans être eux-mêmes isolés, eh bien, l'eau chaude qui reste dedans entre deux utilisations va se refroidir très, très vite. Du coup, quand on ouvre à nouveau le robinet, il faut d'abord évacuer toute cette eau qui est devenue tiède ou froide avant que l'eau vraiment chaude, celle qui vient du chauffe-eau, n'arrive enfin. C'est du gaspillage d'eau et d'énergie, clairement. Et la solution est simple, j'imagine, pour ça. Relativement simple et peu coûteuse, oui. Il s'agit d'envelopper les tuyaux d'eau chaude qui sont accessibles avec des manchons d'isolation spécifiques. On en trouve partout en magasin de bricolage. Les manchons en mousse grise, là. Oui, c'est ça par exemple. C'est un petit investissement qui peut faire une différence notable sur le temps d'attente, mais aussi sur la facture d'énergie parce qu'on limite les déperditions de chaleur. Moins de chaleur perdue, c'est moins d'énergie à dépenser pour la produire au départ. Logique implacable. Et ce fameux tartre dont on parlait pour le chauffe-eau, est-ce qu'il s'attaque aussi aux tuyaux, sur toute leur longueur? Absolument. Le même processus se produit à l'intérieur des canalisations. Le calcaire se dépose sur les parois internes, année après année, et il réduit progressivement le diamètre utile du tuyau. Reprenons l'image des artères, elles s'encrassent et le passage devient plus difficile. D'accord. La conséquence directe, c'est une réduction du débit maximal possible, ce qui, on l'a vu tout à l'heure, ralentit l'arrivée de l'eau chaude. L'eau circule simplement moins vite dans un tuyau qui est rétréci. Et là, le nettoyage, c'est plus compliqué que pour un mousseur de robinet, j'imagine. Clairement, si on suspecte un entartrage sévère des canalisations, l'analyse recommande de faire appel à un plombier pour réaliser ce qu'on appelle un curage des tuyaux. C'est une opération de nettoyage en profondeur, parfois avec des techniques spécifiques, pour déloger le tartre et essayer de retrouver un diamètre proche de l'origine. Mais là encore, la meilleure stratégie à long terme, surtout en zone calcaire, ça reste l'adoucisseur d'eau. Il protège toute l'installation, le chauffe-eau, les tuyaux et même les robinets. On arrive au bout du chemin, là, au robinet lui-même. Le document mentionne un dernier point technique. Un problème potentiel avec la cartouche du robinet, spécifiquement pour les mitigeurs. Qu'est-ce que c'est cette cartouche et quel est le souci potentiel? Alors, les robinets mitigeurs, ce sont ceux avec une seule manette, qu'on lève et qu'on tourne pour régler le débit et la température. À l'intérieur, ils ont une pièce maîtresse, la cartouche. C'est elle qui, grâce à des disques en céramique ou d'autres mécanismes internes, assure le mélange précis entre l'arrivée d'eau chaude et l'arrivée d'eau froide. Une cartouche qui vieillit ou qui devient défectueuse, parfois à cause du calcaire encore et toujours lui, peut entraîner toutes sortes de désagréments. Comme par exemple, quel genre de désagrément? Ça peut aller de variations de température assez pénibles pendant qu'on se douche, le fameux passage du chaud au froid sans prévenir, à une difficulté, voire une impossibilité d'obtenir de l'eau vraiment chaude, même si on met la manette à fond sur le rouge. Parfois, le problème peut être très localisé. On a un seul robinet dans la maison qui pose problème, alors que les autres fonctionnent parfaitement bien. Dans ce cas, la cartouche de ce robinet-là est la suspecte numéro 1. Et si c'est bien la cartouche, la réparation est ciblée, j'imagine. Oui, en général. La solution consiste simplement à remplacer la cartouche défectueuse. Selon le modèle de robinet et son accessibilité, c'est une opération qu'une personne un peu bricoleuse peut parfois réaliser elle-même. Sinon, un plombier fera ça rapidement. Si le robinet est très ancien ou si la cartouche est difficile à trouver, parfois remplacer le mitigeur complet peut être plus simple et pas forcément beaucoup plus cher. Fascinant. Donc, si on essaye de résumer un peu toute cette exploration, cette attente pour l'eau chaude, ce n'est pas une fatalité unique, quoi. C'est potentiellement un cocktail de facteurs. La distance que l'eau doit parcourir, la vitesse à laquelle elle s'écoule, le débit, la performance et le réglage de notre chaudière individuelle qu'est le chauffe-eau, l'état des autoroutes que sont les tuyaux, est-ce qu'ils sont bien isolés, est-ce qu'ils sont entartrés, et même la gare d'arrivée, le robinet lui-même. C'est un vrai travail de détective à mener chez soi, en fait.
C'est exactement ça. Ce qui ressort vraiment de cette analyse, c'est l'interconnexion entre des éléments de plomberie pure, des questions d'entretien régulier, et puis des principes physiques simples comme la déperdition de chaleur ou la mécanique des fluides. Un symptôme unique, j'attends l'eau chaude, peut avoir des racines multiples, vraiment. Et comprendre cette palette de causes possibles, c'est déjà faire une grande partie du chemin vers la solution. Au moins, on sait mieux où chercher. Oui, et on réalise que beaucoup de solutions tournent autour de gestes préventifs ou d'entretien régulier. Détartrer, vérifier les réglages, isoler. Ce n'est pas toujours une question de grosses pannes ou de gros travaux. Tout à fait. L'entretien régulier, nettoyer ses mousseurs, faire vérifier son chauffe-eau tous les 2 ans, comme on disait, isoler les tuyaux accessibles, ce sont des actions qui améliorent non seulement le confort immédiat, en réduisant cette attente frustrante, mais qui ont aussi un impact positif sur la durée de vie des équipements et bien sûr sur les consommations. Moins d'eau gaspillée en attendant qu'elle chauffe, moins d'énergie perdue par un chauffe-eau entartré ou des tuyaux mal isolés, c'est gagnant-gagnant pour le portefeuille et pour l'environnement à notre petite échelle domestique. Ça donne vraiment une autre perspective sur ce geste si banal finalement d'ouvrir un robinet d'eau chaude. On voit un peu tout ce qui se trame derrière le mur. Une analyse vraiment utile pour mieux comprendre notre quotidien à la maison. Et au-delà du confort individuel et des économies personnelles, ça ouvre une réflexion un peu plus large, je trouve, qui dépasse le cadre de ce document technique. Si on multiplie ces petites attentes, ces petits gaspillages d'eau et d'énergie qui sont liés à des systèmes pas parfaitement optimisés, si on multiplie ça par des millions de foyers, quel est l'impact cumulé de toutes ces inefficacités domestiques, qui paraissent mineures prises une par une, sur notre consommation énergétique collective et sur notre empreinte environnementale globale? C'est une question qui nous invite peut-être à voir un peu plus loin que notre seule salle de bain ou notre évier.